Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour et bienvenue pour l'inauguration de ce salon ESS Sud, le salon des achats responsables. Alors il a déjà commencé le salon sous une forme évidemment virtuelle. Vous en avez le programme, si vous allez sur le portail, vous pouvez vous balader sur les stands, rencontrer les personnes qui exposent et puis assister et participer à de nombreuses conférences. Alors nous allons vous proposer un temps fort d'inauguration. Vous pouvez d'ailleurs nous poser des questions dans le chat. Et j'accueille donc Denis Philippe, le président de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour la région Sud. Et on retrouvera dans quelques instants à l'hôtel de région le président de la région Sud, Renaud Muselier, à une co-organisation de ce salon, donc entre la CRES et la région. Denis Philippe, le salon des achats responsables, pour vous, ça signifie quoi dans une période, on le sait, qui est particulièrement compliquée pour l'économie? D'abord, vous remercier de rappeler que c'est un salon que nous co-organisons avec la région. Dans le cadre d'un véritable partenariat que nous avons initié, la région étant attentive à accompagner les entreprises, toutes les entreprises et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est important de le rappeler. Dire aussi que nous aurions dû tenir ce salon en 2020 et qu'en accord avec la région également, nous l'avons reporté par 2 reprises et que nous sommes aujourd'hui sur une édition dématérialisée. Et pourtant, quand on voit le nombre de stands qui sont virtuellement installés, quand on voit depuis ce matin tous les inscrits, on peut dire qu'on va vers un salon qui sera une réussite. Pourquoi des achats responsables? Parce qu'on voit bien que dans notre société aujourd'hui, on est en quête du retour au sens et qu'on veut certainement tous, individuellement, collectivement, nos entreprises également, avoir des pratiques qui soient plus responsables. Donc c'est mettre dans ce salon en lien des acheteurs responsables avec des entreprises qui revendiquent de l'être également. Et on est aussi sur une région de l'économie circulaire, c'est un peu la baseline de votre salon aussi, l'économie circulaire. Ça veut dire beaucoup de proximité et beaucoup également de collaboration entre les acteurs économiques. Exactement, il y a justement, vous faisiez état d'une conférence, il y a une conférence qui se tient actuellement, où il y a d'ailleurs une conseillère régionale qui est présente et qui porte ce sujet de l'économie circulaire. On est tout à fait dans l'actualité. Et pourquoi nous avons tenu à maintenir ce salon? Parce que bien sûr, nous avons une crise, mais nous devons, et nous sommes, nous, naturellement des gens optimistes. Et je pense qu'il était important que nous mettions en vitrine
pour ce salon nos entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et vous le savez, la démarche de notre Chambre, ce n'est pas de faire du discours sur le bien fondé, le bonheur de l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre en avant les entreprises qui, au quotidien, incarnent cette réalité. Et je pense que dans une période qui pourrait être morose, nous voulons envoyer un signe optimiste et mettre à l'honneur les entreprises qui sont présentes dans cette région. Alors Denis Philippe, vous parliez de discours, on innove, hein, parce que ce n'est pas un discours d'inauguration, c'est un dialogue, vous l'avez voulu comme ça. Et ces innovations, elles vont marquer toute cette journée. Si je voulais vous provoquer, je vous dirais, on ne voit pas forcément toujours l'économie sociale et solidaire comme un monde d'innovation. Aujourd'hui, vous prouvez qu'on peut en faire. Alors on pourrait avoir un débat ensemble. D'abord, je suis content qu'on ne fasse pas des discours inauguraux. Personnellement, je suis plus à l'aise quand je ne suis pas obligé de lire un papier et de pouvoir avoir des échanges. Maintenant, si on veut prendre le temps ensemble, je pourrais vous faire la démonstration d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans cette région qui ont innové, qui innovent et qui continueront d'innover. C'est le salon de l'économie d'avenir. Ça veut dire que vous croyez à ce discours sur un monde d'après, après le monde d'avant? Je ne sais pas s'il y aura un monde d'après. Ce que je sais, c'est que la crise, peut-être, a mis en lumière, peut-être plus fortement qu'auparavant, la réalité de l'économie sociale et solidaire, et on a bien vu des inquiétudes, des remarques, des observations, des demandes qui ont été faites. Et je pense que nos entreprises peuvent apporter un certain nombre de réponses. Mais vous le savez également, je ne suis pas de ceux qui veulent opposer un modèle économique à d'autres modèles économiques. L'économie sociale et solidaire a sa réalité, et elle a ses valeurs, nous y sommes attachés, mais nous sommes dans le monde réel. Autant aujourd'hui nous sommes sur un salon virtuel, mais la vie est la vie réelle, et nos entreprises sont sur un secteur qui est un secteur réel. Et je pense que nos entreprises ont un rôle à jouer à côté d'autres acteurs économiques. Alors avant de rejoindre Renaud Muselier, on va un peu parler de la région. Denis Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications, pas beaucoup de chiffres, mais quelques-uns quand même, pour illustrer le poids de l'économie sociale et solidaire en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur? Il faudra réaffiner ces calculs parce que l'INSEE actuellement refait un nouveau comptage de la réalité des entreprises de l'économie sociale et solidaire parce qu'on ne prenait en compte, pour avoir des chiffres, que les entreprises qui avaient des salariés. Or, vous pouvez avoir dans l'économie sociale et solidaire des structures qui n'ont pas de salariés et qui reposent intégralement sur l'action bénévole de leurs membres. Donc nous aurons des chiffres plus affinés. Moi, je dis que dans cette région aujourd'hui, il y a 17 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire et il y a à peu près 170 000 salariés qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes une région, je ne vais pas oser, pourtant je vais le faire, un peu pilote sur la façon dont nous voyons comment nous devons entreprendre et pour porter la réalité de l'économie sociale et solidaire sur ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire arrêtons de faire des discours sur le bien fondé de l'ESS, mettons en avant ceux qui l'incarnent et permettons à ces entreprises de se développer et donnons envie à des jeunes de venir entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Voilà le message que je veux placer. Merci Denis Philippe. Alors c'est une journée importante pour les régions puisque normalement le Premier ministre doit annoncer cet après-midi la date des élections régionales. Vous parliez d'incarnation à l'instant. Est-ce que vous estimez que dans le prochain exécutif régional, il sera important que l'économie sociale et solidaire soit incarnée? Alors là, au niveau national, nous avons aujourd'hui une secrétaire d'État. Et je vais être tout à fait franc, qui est venue à Marseille et qui est une femme très active. Moi, je me félicite de l'action qu'elle mène, autant que je me félicite que l'économie sociale et solidaire était rattachée à Bercy. Mais si vous interrogez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils vous répondront qu'ils préféreraient avoir un ministre plutôt qu'une secrétaire d'État, aussi active soit-elle. Maintenant, si vous me posez la question de savoir s'il faut dans cette région demain un élu au conseil régional qui soit en charge de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que vous pensez que je vais vous répondre ? Bon, écoutez, on va garder cette question pour un avenir sans doute proche et nous tourner justement vers le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui nous attend à l'hôtel de région. Bonjour Monsieur le Président, merci d'être avec nous pour cette ouverture de ce salon ESS Sud que votre région organise avec la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Renaud Muselier, un retour peut-être sur les impacts de la crise parce que vous avez mobilisé cette région depuis 2016 au service d'une économie plus responsable et plus respectueuse. Ça signifie quoi pour vous, Monsieur le Président ? Tout d'abord, merci au président Philippe pour l'organisation de ce congrès qui est
vous êtes en présentiel, nous, on est en distanciel, mais peut-être que c'est un moyen aussi, malgré tout, d'avoir beaucoup de connexions. Deuxièmement, il fallait le maintenir, c'est indispensable. Il n'aime pas les grands discours, moi non plus. Je préfère fixer des caps et des objectifs et essayer d'apporter de façon très pragmatique des réponses très concrètes. Il avait eu la délicatesse de m'inviter lors des vœux il y a près de 2 ans à l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'ai pu m'exprimer sur la feuille de route que nous avions engagée avec la COP d'avance, avec la démarche économique et prendre un certain nombre d'engagements. Et je crois qu'au bout de 2 ans, tous les engagements qui ont été pris lors de ces vœux ont été tenus vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire, mais c'est plutôt à lui d'y répondre. De ce côté-là, il a souligné quelques chiffres très importants sur le nombre d'entreprises, 17 000 entreprises, mais ça représente 7,5% du produit intérieur brut, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires de salaire versé, et c'est 80% des entreprises qui ont leur siège social ici. Donc c'est une économie essentielle. Je me permets de rappeler que la région a comme compétence, bien sûr, les transports, bien sûr, les lycées, mais au-delà de ça, c'est l'aménagement du territoire et bien sûr l'économie en général. Et donc, nous avons mis toute une série de dispositifs vis-à-vis de l'économie depuis que nous sommes en fonction. Et dans ce volet-là, nous avons toujours tenu à ce que l'économie sociale et solidaire soit au cœur du dispositif. L'économie sociale et solidaire, c'est pas un satellite de l'économie régionale. C'est 10% de l'économie régionale, et ce sont des salaires directs avec des emplois directs sur un développement économique qui se doit d'être vertueux. Dans ce développement économique vertueux, nous avons fait une démarche qui est assez claire depuis 2017, qui est de dire on consacre 20, puis 25, puis 30%, et maintenant 40% de notre budget dans ce qu'on appelle notre COP d'avance. Pourquoi la COP d'avance? Parce qu'on a bien réalisé depuis que M. Trump est sorti, puis maintenant le nouveau M. Biden est revenu, on ne pouvait pas appeler ça les accords de Paris ou le respect des accords de Paris. Donc je m'étais dit qu'il était absolument indispensable de s'inscrire dans cette logique-là, et en tant que président de l'institution, au-delà des actions, nous présentons un bilan sur cette COP d'avance, nous présenterons pour le budget 40% de notre budget là, et puis dans la discussion qui a eu lieu pour la suite avec le Premier ministre des 5,1 milliards d'euros dans le cadre de contrat d'avenir, nous avons ciblé un tiers de ces montants financiers, c'est-à-dire 1,6 milliard d'euros sur tout ce qui est le volet environnemental, tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont des moyens conséquents qui sont ciblés sur 3 axes, air, mer, terre, déchets, énergie. Et ça, c'est la démarche de façon à ce que l'on puisse travailler, mettre en perspective les choses, et nous le faisons, et je crois que ça, c'est très, très important à souligner. Voilà, on n'a rien inventé, en fait. On s'est retourné vers l'économie sociale et solidaire, son président, les acteurs régionaux, les différentes chambres, et on a globalement mis en perspective ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils demandaient au service du plus grand nombre, de façon à pérenniser les aides financières, pérenniser les emplois et pouvoir avoir une perspective qui nous dise sur 3 ans, sur 20 ans, voilà ce qui va se passer sur notre territoire. Et après, on peut le décliner action par action, territoire par territoire, et de façon très concrète et pragmatique. Vous avez le plan climat avec son bilan, et nous avons hier une réunion avec l'ARB, l'Agence régionale de développement économique environnemental de la région, et dans ces 3 axes, il y a tout un volet sur l'économie sociale et solidaire, ce qui fait que nous avons une perspective des spécialistes, des experts qui nous ont fixé des caps, et dans ces caps-là, nous avons fait des choix politiques qui sont mis à disposition des professionnels de façon à avoir un effet démultiplicateur. Voilà, Monsieur le Président, une méthodologie assez sur simple. les achats responsables, c'est le sujet du jour puisque c'est le salon des achats responsables. Comment se positionne la région Sud en matière d'achats responsables concrètement? Alors c'est très simple, je vous donne un exemple très simple. Nous venons de passer le volet de la cité scolaire internationale qui va être faite à Marseille. Nous poserons la première pierre dans quelques semaines, quelques mois. Là, par exemple, on a intégré 35 000 heures d'insertion professionnelle inclus dans les marchés publics. Voilà une démarche qui est assez simple. On a mis en place en 2017 un schéma régional de promotion de l'achat responsable. Il fixe pour 2022 un taux de 30% de marché public
intégrant une disposition sociale sur la totalité des marchés éligibles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pris en compte systématiquement les achats dans les composantes environnementales et sociales. Pour les entreprises, par exemple, sur les énergies nouvelles, le bioéthanol pour les particuliers qui veulent transformer leur véhicule, c'est à peu près 700 €. Le mécanisme de transformation, on paye 400 €, à peu près 500 € le chèque pour changer le véhicule en bioéthanol. On fait ça systématiquement. Et en ce qui concerne nos fournisseurs, nous avons fixé un cap qui est de 15% de la totalité de nos fournisseurs c'est l'économie sociale et solidaire. On est parti de zéro, quand même. Donc on est maintenant à 15%, et ce sont des caps qui sont systématiquement mis en place dans les marchés, et le marché n'est pas donné, enfin en fonction du choix, s'il n'y a pas cette dimension sociale et solidaire, et sur des pourcentages qui sont très clairement affichés. Donc dans les marchés officiels, dans le cadre des décisions de surprise, c'est 15% de marché social et solidaire et toujours des heures d'insertion professionnelle. On a cette année 400 millions d'euros d'achats publics qui sont réalisés dans la collectivité. Et pour ces 400 millions d'euros d'achats publics réalisés par la collectivité, il y en a 70% qui sont réservés aux entreprises régionales. Et on respecte la loi européenne, on respecte la loi française, on respecte le code des marchés publics, mais on inscrit dedans des modalités sur l'économie sociale et solidaire à hauteur de 15%, et 70% de la totalité des marchés vont à des entreprises régionales. Alors Renaud Muselier, une question aussi sur la conjoncture actuelle qui est difficile pour toutes les entreprises, mais aussi pour beaucoup d'entreprises et de ressortissants, si je peux dire, de l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les actions d'urgence? Vous avez parlé de vos actions depuis 2016, mais quelles sont les actions d'urgence de réponse à la crise que vous avez mis en place concernant donc l'économie sociale et solidaire? C'est un peu compliqué de faire le tri parce que dans l'année 2020, on a essayé de répondre à toutes les filières. L'année 2020 a été un désastre. Bien sûr, la crise sanitaire a entraîné une crise économique et une crise sociale derrière. Nous avons mis en place toute une série de dispositifs auprès des entreprises, qu'elles soient les grosses, comme Airbus Hélicoptère par exemple, où Madame la ministre viendra vendredi, où nous avons sauvé Airbus Hélicoptère quand même, avec des achats publics. Nous avons sauvé la CNIM. Alors vous me dites que c'est l'industrie. Oui, mais quand l'industrie fonctionne aussi, c'est important. Nos amis de Toulouse ou de l'Occitanie, enfin de Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie, mes collègues présidents de région, ne peuvent pas acheter des Airbus pour la France. Nous, on a acheté des hélicoptères pour la société civile, pour la société, excusez-moi, pas civile, pour la sécurité civile, pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de la Défense, ce qui fait en sorte qu'on a sauvé nos filières. On a fait exactement la même chose sur la totalité. On a ouvert 2,3 milliards d'euros sur l'année 2020 à la totalité du monde économique. On a créé, avec d'ailleurs Monsieur le Président Philippe, le fonds Essor, avec la Banque des Territoires et la CEPAC pour venir en aide aux entreprises. Alors vous me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2,3 millions. Est-ce que moi j'ai eu droit ou j'ai pas eu droit? Vous allez sûrement trouver, je crois dans la journée, présenter des entreprises qui ont été aidées pendant cette période. Enfin, de façon très concrète, c'est 1 million d'aides. 1 million d'aides versées, 1 million d'entreprises aidées là-dedans. Alors peut-être qu'il y en a qui sont passés à travers. Enfin, il y en a 1 million de personnes, d'entreprises, d'associations qui ont été aidées. J'ai maintenu la totalité du budget par rapport au monde de la culture pour faire en sorte que nous puissions repartir avec nos troupes là immédiatement. Nous avons maintenu la totalité de nos investissements justement, et fait en sorte qu'il n'y ait pas de retard dans la trésorerie, de façon à ce que tous les niveaux où nous sommes dans l'intervention, nous avons apporté aide, assistance, bienveillance, écoute et réponse. Alors tout n'est pas parfait, j'en conviens. La seule chose qui me fait un peu plaisir malgré tout, c'est que nous avons été désignés comme une des meilleures régions d'Europe, dans les 6 meilleures régions, la seule, il n'y en a pas d'autre en France, dans le cadre de l'urgence, la réactivité, l'agilité dans la crise économique. Et si j'apporte très souvent en tant que médecin un avis très défavorable à la gestion de la crise sanitaire, vous avez pu m'entendre très souvent là-dessus par manque d'anticipation systématique, pour autant, on a travaillé la main dans la main avec Monsieur le maire
pour apporter des réponses en permanence sur le Fonds de solidarité nationale, sur le Fonds Essor, sur le Fonds Covid résistance, où en permanence, immédiatement, nous sommes venus en aide, en appoint, en secours et en réponse le plus possible. Je le dis avec beaucoup de modestie parce que ça concerne tellement de difficultés humaines dans cette histoire, mais en tout cas, je crois très sincèrement que nous avons été là sur le moyen financier, sur le volet opérationnel, sur la spécificité branche par branche, pour justement éviter le maximum de casse et espérer le retour à la vie au plus tôt. Merci Renaud Muselier, on vous retrouve dans quelques instants, mais justement, puisque c'est un salon des entreprises, on va retrouver deux chefs d'entreprise qui vont témoigner justement de leur situation aujourd'hui dans cette conjoncture pas toujours évidente. On retrouve d'abord Samuel Mougin qui est co-gérant de Pain et Partage qui est avec nous. Bonjour Samuel, merci de participer à ce salon. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pain et Partage et puis Boussole, sachant que dans Boussole, le sol, c'est le sol de solidaire, hein, solidarité. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la région, merci à la CRES. Il nous semblait effectivement important que Pain et Partage Boussole puisse apporter sa contribution, j'ai envie de dire, de l'eau au moulin dans le champ de l'ESS et des achats inclusifs. Alors, je vais peut-être pas jouer sur les mots, mais mes propos introductifs le permettent. Peut-être dans un premier temps rappeler notre projet, notre posture. Depuis maintenant plus de 10 ans, avec Benjamin Borel, nous sommes impliqués dans un projet d'insertion par l'activité économique né à Marseille. De cette implication, de cette mobilisation, nous avons fait évoluer le projet, nous l'avons muté. Certainement, nous l'avons façonné un peu comme le pain qui sort du fournil, façonné un peu à notre image, pour finalement caractériser qu'est-ce qu'une boulangerie solidaire Pain et Partage qui, tous les matins, assure la production d'un pain bio, local et solidaire aux acteurs de la restauration collective. Alors, d'un projet modeste, d'un projet que l'on peut qualifier d'intimiste, centré sur une mission d'insertion par l'activité économique, nous avons fait le choix d'y donner une nouvelle impulsion, de le rendre plus global, plus citoyen, plus entrepreneurial, en souhaitant maximiser nos impacts du champ à l'assiette. À chacune de ces étapes, qu'elles soient bonnes ou même durant des périodes de crise, le Conseil régional a su nous accompagner dans nos choix stratégiques, dans des périodes un peu plus complexes, comme j'ai pu l'évoquer, notamment sur cette période Covid, avec le soutien du fonds Essor. Alors parallèlement à Pain et Partage… Oui, je vous relance sur une question sur le côté un peu filière. On parle des achats inclusifs, on parle des achats de proximité, de l'économie circulaire. Vous êtes pour l'amélioration des terroirs avec pratiquement une notion de filière. Vous parliez tout à l'heure de l'eau au moulin. L'idée, c'est peut-être d'avoir une filière économie sociale et solidaire dans la production de pain. Oui, j'y arrivais. Effectivement, l'évolution du projet nous a permis de vraiment positionner l'alimentation comme un enjeu majeur de notre société et d'évoluer d'un projet d'insertion par l'activité économique, d'un projet d'émergence d'écosystèmes filière blé, farine, pain. Et effectivement, comme vous le soulignez, les achats inclusifs sont un vrai effet levier sur le développement de ces territoires. Alors, Boussole a ce rôle effectivement d'émergence, d'animation, et dans le champ de l'ESS, peut-être notre vision de l'économie sociale et solidaire en région sud, et plus spécifiquement notre vision des achats inclusifs, sont perçus chez nous comme un ingrédient majeur qu'on a souhaité rajouter dans notre pain pour y donner plus de vertu et plus de saveur. Effectivement, comme vous le soulignez, majeur parce que nous sommes persuadés que l'ESS a cette capacité, et nous, au sein de Pain et Partage Boussole, dans une logique de pôle territorial de coopération économique, de créer des coopérations nouvelles entre acteurs d'horizons très différents, allant du champ à l'assiette, de l'agriculteur jusqu'au consommateur. On est aussi convaincu que les achats inclusifs, l'économie sociale et solidaire a cette capacité, cette innovation sociale pour transformer nos territoires, que ce positionnement il est aussi majeur dans une période où les autorités nous ont dit que nous étions en guerre, et finalement ce développement de l'économie sociale et solidaire en région nous a prouvé sur cette phase Covid qu'elle pouvait mettre en place des solutions pacifistes et finalement pour le bien commun.
que l'ESS, elle doit aussi insuffler de nouvelles orientations dans les politiques publiques, dans les achats inclusifs, et nous aurons l'occasion durant cette journée d'y revenir de manière plus spécifique, et notamment dans les secteurs d'activité où l'économie sociale a su défricher des pans d'activité. Merci beaucoup de votre intervention, Samuel. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans cette conférence inaugurale. Et puis, en effet, on vous retrouve tout au long de la journée. Alors, tout autre secteur d'activité, maintenant, on va parler du tourisme. On va parler du tourisme social et solidaire avec donc maintenant Thierry Baranco, qui est le directeur de Loisirs Provence Méditerranée. Merci d'être avec nous, Thierry. Vous êtes aussi à Marseille, dans vos bureaux. Alors, que représente aujourd'hui Loisirs Provence Méditerranée et quels sont les services que vous proposez? Alors, je ne suis pas tout à fait, bonjour à tous, dans mes bureaux, je suis chez moi, je suis confiné, il va falloir qu'on résolve ce problème-là. Peut-être que vous avez coupé votre son, Thierry. Donc, on va essayer de récupérer votre son. Voilà, ça semble un peu mieux. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Alors, on revient sur cette question. C'est rétabli. Je vous disais bonjour à tous. Je ne suis pas dans nos locaux, mais je suis chez moi parce que nous sommes effectivement confinés. Écoutez, Loisirs Provence Méditerranée, c'est une association de tourisme éducatif, social et solidaire qui est basée à Marseille, effectivement, et qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, fin 2019, puisqu'elle a été fondée en 1969. Nous proposons plusieurs activités, 3 activités essentielles, un public diversifié, des séjours de vacances adaptés pour des adultes en situation de handicap mental, une activité particulière, des colonies, des séjours de vacances pour les enfants et les adolescents dans la région sud, bien sûr, mais aussi sur le territoire national ainsi qu'à l'étranger, et des classes de découverte, donc nous aurons l'occasion d'en reparler dans mon propos, des classes de découverte sur de nombreuses thématiques dans nos maisons, puisque nous gérons 4 maisons, dont 3 sont sur le territoire de la région sud, une à côté de Manosque, à Saint-Michel-l'Observatoire, dans le parc naturel régional du Luberon, l'autre un petit peu plus haut dans les Hautes-Alpes, à Baratier, au-dessus du d'Ambran et du lac de Serponçon, et puis la dernière, encore plus haut, j'ai envie de dire, à Pelvoux-Valouise, au cœur du parc national des Écrins. Donc, nous sommes membres aussi de l'Union nationale des associations de tourisme PACA, que je tiens à saluer ici, effectivement, et remercier également la CRES, dont nous sommes membres, pour son invitation à pouvoir témoigner aujourd'hui. Voilà pour la carte de visite rapide, effectivement, de notre association et de ses activités. Alors Thierry, le tourisme, et peut-être même aussi le tourisme éducatif, social et solidaire, vit une crise terrible depuis évidemment l'arrivée de l'épidémie. Qu'est-ce que cette situation de crise sanitaire a changé pour vous? Je vous remercie de votre question. Effectivement, la crise, elle nous impacte fortement depuis déjà l'année dernière. Ça fait donc maintenant 1 an, puisque dans cette dernière période, nous sommes fermés. Nous avons refermé nos maisons depuis le 29 octobre, puisque sur les activités que je viens de vous décrire, les activités d'accueil d'enfants, d'adultes en situation de handicap ou de classes de découverte, nous ne pouvons plus les accueillir parce que nous ne pourrons pas les restaurer. Puisqu'aujourd'hui, la restauration n'est pas possible. Donc, nous sommes fermés et au fur et à mesure, nous avons annulé nos séjours, ce qui effectivement est une difficulté qui court encore sur 2021 pour ce qui nous concerne. Alors, pendant ce temps-là, pour ne pas faire que subir la crise, évidemment, on a travaillé sur de l'innovation, mettre en place des nouveaux projets. Par exemple, je vais vous en citer 2. Un que nous avons réalisé, qui est la mise en place du code partenaire pour que les salariés de nos partenaires, donc les comités sociaux et économiques d'entreprise ou les fondations avec lesquelles nous travaillons, puissent directement inscrire sur le site internet les jeunes et les enfants en colonie de vacances. Ça c'est fait, et puis là nous travaillons sur ce qu'on appelle la brochure personnalisée en ligne. Les parents auront la possibilité de télécharger directement les séjours pour pouvoir depuis leur canapé choisir avec leurs enfants les séjours de colonie de vacances. Donc vous voyez, on est dans une innovation technologique pour ne pas subir cette crise et puis espérer pouvoir rebondir après ce 3e confinement pour enfin j'ai envie de dire pouvoir accueillir les jeunes et les adultes en situation de handicap cet été. Un focus particulier pour terminer, Thierry, sur les classes découvertes dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, je voulais terminer là-dessus, effectivement, parce que c'est un travail commun dans le cadre des activités d'un groupe de travail de l'Union nationale des associations de tourisme PACA que nous avons mené, effectivement, pour pouvoir relancer cette activité. Et avec le soutien de la région Sud, nous avons mis en ligne il y a quelques jours le site internet qui s'appelle Ma classe dans le Sud et qui va permettre aux enseignants d'avoir à la fois une offre, un panorama de l'offre, des destinations et des contenus de classes découvertes dans notre belle région Sud, mais également avoir de l'aide, des conseils, de l'appui pour pouvoir monter leur projet de classe. Et bien sûr, nous serons ravis de les accueillir dans les prochaines semaines et les prochains mois dans nos maisons et villages de vacances sur toute la région Sud, hein, puisque effectivement, nous en gérons 4, mais il y a un ensemble d'opérateurs sur la région Sud qui peuvent faire bénéficier d'accueil de classes de découverte aux enseignants. Merci Thierry Baranco, le directeur de loisirs Provence-Méditerranée. On retrouve Renaud Muselier avant de partir rencontrer des intervenants sur les stands. Président, on vient d'évoquer avec cet acteur du tourisme éducatif, social et responsable la relance qui sera évidemment nécessaire et qui est très attendue. Comment pour vous pourrait se passer une relance dite responsable, Renaud Muselier? Les deux exemples qui viennent d'être faits, je tiens à saluer la puissance de leur conviction et leur dynamisme, parce qu'il y a d'un côté le volet de l'entreprise, avec les pains bio, le travail qui est fait, et on voit bien la différence dans l'économie sociale et solidaire avec tout ce volet qui est le pain, le meunier, le bio, la livraison de proximité, l'implication sur le territoire, et le tourisme. Dans le tourisme, on n'est pas simplement un tourisme où on va, je dirais, enfin, bon de cul, si je peux m'exprimer ainsi. On a aujourd'hui une région absolument incroyable. Je remercie tous ceux qui rappellent qu'on est du Sud, parce que PACA n'a aucun sens. Si nous sommes la Provence, nous sommes les Alpes, nous sommes la Côte d'Azur, on a 1000 km de côte, on a 300 jours de soleil par an, on a trois beaux départements, 3 marques le monde, on a 3 départements qui commencent par le mot des Alpes, et il suffit, et vous l'avez dit très, très clairement, que dans nos Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, on a des territoires exceptionnels. J'étais encore à Val-Louise cette semaine, on a des territoires magiques. On voit bien que le tourisme doit évoluer. On est la première destination touristique au monde, la France. Et en France, on est la première destination touristique après Paris. On a l'absolue nécessité de protéger nos parcs. On a 9 parcs naturels. On a l'absolue nécessité d'avoir un environnement adapté. Et le fait d'avoir ce tourisme pour des personnes non valides, à mobilité réduite, pour des jeunes qui ont des difficultés, dans nos Alpes, vous savez que moi je fais de l'Ubaï, enfin c'est pas le même prix la semaine dans les Alpes qu'à Saint-Tropez quand même. On n'y fait pas les mêmes choses. Et peut-être qu'on y est mieux. Voilà, donc, alors c'est une page de publicité pour le SOS ou pour l'Ubaï, mais c'est comme ça dans toutes nos Alpes. Et quand on voit la beauté de nos Alpes et le sourire, on voit qu'on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on va. On est le Sud, nous, on est le soleil, on est dans les Alpes du Sud. Et on voit qu'on peut arriver à faire une diversité dans ce développement touristique absolument incroyable, quel que soit le niveau. D'où l'importance aussi de la culture. Parce que la culture, c'est aussi les territoires, quand vous avez des festivals un peu partout, vous avez des festivals, à Barcelonnette, vous avez les festivals des Mexicains, mais vous avez ça un peu partout, dans la totalité, à Embrun, à Gap, à Briançon, dans tous les villages. On a des petits festivals, des petites animations qui rendent encore plus nos vacances belles. Et tout ça fait un tout, et j'espère que ce tout pourra fonctionner pour cet été. Alors un mot peut-être pour terminer en 2 phrases, votre plan de reconquête, le plan climat, il y a des échéances qui arrivent à la région avec des votes importants, donc plan climat par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire un mot de vos ambitions en matière de plan de relance de la région? Oui, alors là, c'est vraiment un mot, mais ça risque d'être un mot long quand même, donc je fais un peu attention. Oh, 2 minutes, 2 minutes. L'idée est assez simple, c'est que nous avons réussi à structurer nos équipes ici, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan administratif. Nous avons réussi à avoir des cibles financières de la région, c'est 40% de notre budget qui y va. On a, je reprends sur les 5 milliards d'euros sur le contrat de relance, il y a 1,6 milliard pour la région sud, soit un tiers du budget qui est directement fléché. Et en ce qui concerne et ça va sur des trucs comme la modernisation des déchetteries des différents territoires, avec des objectifs zéro déchet. Donc tout
Tout ça, c'est des grosses masses financières, mais on se retrouve avec l'agglomération de Luberon-Mont-de-Vaucluse, 1,15 million d'euros pour la déchetterie. Donc, tout est ciblé, tout est spécifique. Parallèlement à ça, vous savez que je suis un champion pour arriver à prendre comme un gabion les sous de l'Europe. On est parti de 300 millions d'euros, on est à 5 milliards. On va en récupérer 10 milliards qui sont directement spécifiques et ciblés autour de l'environnement. C'est très simple, l'Europe. Pour avoir des moyens financiers, il faut des dossiers éligibles dans le cadre de leur stratégie. Et leur stratégie, c'est toujours l'environnement, la parité et le respect. Et ça c'est ma spécialité, ce qui fait que je suis globalement éligible à tout. Et en étant éligible à tout, ça me traite le problème du glacier que nous sommes allés voir et qui a récupéré quand même 450 000 euros dans ce petit village des Hautes-Alpes, ou alors la réfection du lavoir du Vernet-Fours ou de la déchetterie de Barcelone. Et donc on se retrouve avec ces moyens financiers qui sont ciblés sur des dossiers spécifiques les uns derrière les autres. Et donc quand vous mettez ça bout à bout, ça fait quand même finalement une projection, une vision, une construction des moyens financiers qui irriguent la totalité de notre territoire de façon la plus juste et la plus équilibrée. La réalité derrière, c'est qu'il faut quand même avoir des projets. Hein. Merci, et quand merci on a des Renaud projets, Muselier. Merci de ces exemples très concrets. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on vous retrouvera très bientôt sur ces questions et sur ces dossiers extrêmement précis et concrets. On va d'ailleurs retrouver de nouvelles entreprises. Alors Denis Philippe, oui, allez-y Président. Monsieur Bissot, c'est fini pour moi là. Alors si c'est fini pour moi, je veux remercier le Président Philippe ou je reviens après. Vous pouvez rester avec nous. Vous pouvez rester avec nous, vous nous direz un mot de conclusion. Ah d'accord, okay. Je voulais en tout cas saluer les différents intervenants et faire en sorte en disant que quand on a 80% des sièges sociaux ici et qu'on a cette énergie qui sont développées par les adhérents de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une économie essentielle. Voilà. Alors, nous allons nous livrer, merci Renaud Muselier, maintenant à un exercice très précis, Denis Philippe, c'est de visiter virtuellement un salon. Moi, c'est la première fois que je vais le faire. On va retrouver Laurent Delannoy, qui est sur un des stands donc, de ce salon. C'est l'entreprise Avencode. Bonjour Laurent, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez nous présenter donc rapidement l'activité de cette entreprise niçoise, sauf erreur de ma part? Est-ce que Laurent est avec nous? Il est avec nous. Bonjour Laurent. Vous nous entendez? Oui, oui. Voilà, quelques mots sur Avencode par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Vous vous inscrivez dans cette logique du développement des activités sociales et solidaires dans notre région? Oui, voilà. Avencode est une entreprise adaptée de services du numérique. Et donc, nous travaillons à l'inclusion de personnes en situation de handicap en proposant aux entreprises des services de développement et de tests et de qualification d'applications informatiques. On a 5 ans d'existence, on a une présence à Marseille maintenant 2 ans, on est originaire de Nice, donc on est vraiment un produit de la région. Et on a réussi à créer 25 emplois jusque maintenant, et je voudrais remercier à la fois M. Philippe et M. Muselier, parce qu'avec leurs différentes actions, ça nous a permis à la fois de traverser cette crise qui nous a quand même fortement impacté, parce qu'on travaille avec des grands comptes industriels, et qui nous a permis aussi de nous redonner de nouvelles directions, on va dire, de nouveaux services que nous avons montés. Alors justement, comment on pivote dans une crise comme celle qu'on traverse? On emploie souvent ce terme de pivoter, de bouger, d'être agile. Comment est-ce que vous avez fonctionné ces derniers mois et quels sont vos projets? Alors sur ces derniers mois, on a commencé déjà par préserver l'emploi de nos collaborateurs. C'est un choix en tant que faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Donc on a réussi à préserver les 25 emplois que nous avons, les 23 emplois que nous avions en début de crise, et on a réussi à en créer 2 nouveaux. On s'est basé sur les aides de l'État et de la région pour survivre, on va dire, en plan économique et trésorerie. Et on a aussi travaillé sur 2 aspects. Au niveau du bien-être des collaborateurs, on a mis en place un support psychologique, à la demande, depuis le mois de mars l'année dernière, qui fonctionne très bien et qui nous a permis aussi de gérer pas mal de problématiques qu'avaient nos collaborateurs par rapport à l'isolement. Et on a aussi travaillé sur le perfectionnement technique et sur le montage d'une nouvelle offre.
Alors cette offre est une offre d'audit d'accessibilité qui permet de vérifier que les informations en ligne sont bien accessibles à des personnes qui ont des problèmes d'ouïe ou des problèmes de vue. Voilà. Nous avons la particularité de travailler avec une majeure partie de personnes qui ont un système autistique. Ce n'est pas une exclusivité, c'est une majorité. Et on a réussi, par exemple, à gagner la confiance sur Marseille en ces 2 ans de groupes comme Airbus Hélicoptère ou CMA-CGM. On travaille dans la région avec des grands groupes. Dans le Vaucluse, on travaille avec la société Pélinck. Sur Nice, on travaille avec des groupes comme Thales, Amadeus, Dassault. Voilà, et donc j'ai été très intéressé par ce que présentait M. Muselier, plus particulièrement par rapport à son schéma de promotion de l'ESS, où je suis très intéressé pour être mis en contact avec quelqu'un qui puisse nous permettre d'intégrer ces réponses à appel d'offres dans lesquelles M. Muselier a tenu à mettre une partie ou un critère social. Merci beaucoup Laurent Delannoy, c'est l'objectif de ce salon, des rencontres, des contacts et je suis sûr que vous aurez le meilleur accueil pour vos projets. Merci d'avoir accepté d'être avec nous et comme on le dit en général dans ces circonstances-là, bon salon aujourd'hui donc de l'économie d'avenir, le salon ESS Sud. On va se déplacer un petit peu sur l'ouest de la région pour retrouver maintenant une entreprise varoise avec Camille Darcourt-Potier qui nous attend pour parler de Nactim, exposant donc aujourd'hui du salon ESS Sud, une entreprise qui est basée à Lagarde. Est-ce que vous pouvez nous présenter Nactim, Camille ? Bonjour, voilà, Camille est à l'écran. Alors peut-être un petit problème de son comme tout à l'heure avec Thierry, si vous pouvez voir si vous n'avez pas gardé votre micro coupé ou si vous n'avez pas… Voilà, c'est parfait, on vous entend très bien. C'est bon ? C'est parfait. Alors, que fait Nactim, Camille ? Alors, Nactim, c'est une coopérative à but non lucratif qui a pour mission de recruter, placer et développer les compétences de professionnels qui interviennent dans le champ du médico-social, mais également des personnes âgées et du sanitaire. Donc, nous travaillons avec des associations de ces champs-là qui ont rejoint la coopérative. Et pour cela, nous avons 6 agences en France qui gèrent plus de 3500 intérimaires qui interviennent dans ces associations coopératrices. Comme je le demandais tout à l'heure à Laurent, votre actualité, comme on dit maintenant, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on traverse la crise dans une coopérative telle que la vôtre ? Eh bien, écoutez, nous, les challenges vont être que, tout d'abord, les équipes de Nactim doivent être en télétravail, mais ça y est, on s'est équipé pour et ça fonctionne très bien. On fait tout en distanciel à présent. On constate un impact de la crise sanitaire plutôt au sein de nos coopérateurs. Donc, les associations ont plus de besoins que d'habitude de faire appel à de l'intérim, puisque leur personnel permanent est plus souvent absent ou dans l'incapacité de faire leur travail. Et ça génère une activité plus importante chez nous sur des profils qui sont déjà en pénurie. Donc, notre challenge, c'est aussi d'aller attirer les quelques professionnels restants sur les fonctions que nous avons l'habitude de recruter régulièrement. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et comme je le disais tout à l'heure pour Laurent Delannoy, je vous souhaite un excellent salon. Merci de ces témoignages. Alors, c'est l'heure, Denis Philippe, des conclusions de cette cérémonie, on va dire, d'ouverture du salon. On va vous demander beaucoup d'agilité parce que je crois que dans 10 minutes, vous partez sur une autre conférence. Voilà, mais ça fait partie, innovation, agilité de l'économie nouvelle. Votre sentiment après ces témoignages d'entreprise et l'intervention du président Muselier ? D'abord, important qu'on ait mis en avant les entreprises, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est le rôle de la Chambre, de défendre les intérêts des entreprises qu'elle représente. Remercier évidemment le président Muselier, parce que le remercier d'abord d'avoir été présent avec nous ce matin sur un salon que nous avons co-construit avec la région. Le remercier également d'avoir pris en compte la réalité de nos entreprises et d'avoir compris très très rapidement l'intérêt à ce qu'il y avait, à ce que nous ayons une relation forte, puisque nous le savons aujourd'hui, la région, c'est l'acteur économique dominant. Et notre Chambre régionale a vocation à être l'interlocuteur pour les entreprises qu'elle représente de la région. Et je veux également le remercier d'avoir compris ça et très rapidement et de nous avoir accompagnés pendant toute cette période de crise. Mais au sortir de la crise, parce que je le disais, je suis optimiste, je suis certain que nous allons rebondir très rapidement. Nous avons une belle région. Nous avons des capacités, nous avons des moyens dans cette région, nous avons des opportunités
réel. Et le remercier également, parce qu'il faut savoir dire merci quand il faut dire merci. Il a été modeste sur la question du fonds Essor, mais le fonds Essor, il faut le souligner, c'est un fonds spécifique qui a été mis en place par la région Sud pour les entreprises de l'ESS, et il n'y a pas eu ça dans toutes les régions. Donc on peut se féliciter également que la région Sud ait pensé aux petites structures, à celles qui pouvaient avoir des difficultés, à les accompagner. Je pense qu'il y a eu une volonté de la région de nous associer à toutes les réflexions et de faire en sorte de n'oublier personne. Il faut savoir le reconnaître. Maintenant, cette crise, nous allons en sortir. Il faudra peut-être, comme Muselier, M. Muselier le dit souvent, apprendre à vivre avec. Mais moi, je suis convaincu que nous allons rebondir très très rapidement et que nous avons vraiment, dans cette région, de très très belles perspectives. Merci Denis Philippe, merci Renaud Muselier que j'ai vu en vignette qui était encore avec nous. D'ailleurs, il y avait une question d'Élise Chancerelle. Y a-t-il un contact au sein de la région pour une entreprise ESS qui souhaite proposer ses services à la région en dehors d'un marché ou d'un appel d'offres? On transmettra cette demande à vos services, hein, bien sûr, Monsieur le Président. Un mot de conclusion pour cette ouverture de ce salon de l'économie d'avenir? Je demande tout de suite à mes collaborateurs que plutôt que de le transmettre, je vais vous donner tout de suite avant de partir le mode d'emploi région pour que ça soit pas un vœu pieux, mais qu'au moins tous ceux qui sont ici et qui ne connaissent pas forcément la mécanique le mode d'emploi, je vais vous le donner tout de suite. Merci du merci, mais enfin, je fais mon boulot, voilà. C'est dans la tempête qu'on voit un peu les marins quand même. Hein. Bon, là, on a eu un gros coup de tabac. Hein. Un gros coup de tabac. Je me mets toujours à la place de celui qui est dans ses Alpes avec son épicerie, son bar, et tout est fermé, ou même ceux qui sont en ville. Donc, j'ai essayé avec mes équipes d'être jour et nuit à la manœuvre en réponse aux différentes difficultés. Le guichet unique, c'est 0805 805 145. Voilà. 0805 805 145. Vous téléphonez, normalement vous avez un interlocuteur et normalement vous avez une réponse. Apparemment ça fonctionne. Hein, donc j'ai vérifié moi-même en téléphone masqué. Bon, pour savoir si c'est efficace, il faut toujours tout vérifier pour être sûr que au-delà de la décision et du discours, il y a une réalité et une réponse et un interlocuteur en face. Voilà, écoutez, vive la vie, prenez soin de vous, vive la vie, on va repartir. Moi, je suis comme Monsieur Philippe, hein, je pense fondamentalement que de toute façon, je suis médecin, on apprend à vivre avec le cholestérol, avec le diabète, avec l'hypertension, avec des maladies plus lourdes. Donc là, il y a une saloperie qui traîne, il faut s'habituer à vivre avec, prendre ses précautions, et on va revivre. Alors, on va revivre parce que l'être humain domine toujours. Et quand on va revivre, eh bien, il faut que nous soyons tous prêts. Et donc, c'est la nécessité pour moi, en tant que responsable politique, de faire en sorte que mes secteurs, le plus grand nombre, mes réseaux, le plus grand nombre, mes filières, le plus grand nombre, puissent, dès que ça redémarre, ne pas avoir un champ de désert, mais au contraire, une remarquable réactivité de l'entreprise avec toutes ses capacités d'action pour la vivacité, pour la vie, partout sur nos territoires. Voilà. Donc, merci, bon courage, merci à vous. Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été avec nous ce matin. Donc le salon prend son essor, sans jeu de mots. Hein, voilà, donc il est lancé sur l'ensemble de cette journée. Salon de l'économie d'avenir. Vous allez sur le portail et puis vous allez pouvoir cliquer sur les conférences, sur la visite des stands. Vous allez passer une excellente journée en notre compagnie. Et le président Denis Philippe, dans quelques instants, part sur une autre conférence. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à midi pour un sujet sur l'économie et la performance des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Merci Denis Philippe. Bonne journée et à très bientôt. Merci.
Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.